Bonsoir, mesdames, messieurs, chers et chers collègues. Je suis très heureux de vous voir ici pour cette voix au chapitre qui est dédiée à Claude Lévi-Strauss et sa femme, aux sources des tristes tropiques, un très 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 beau livre que j'ai lu il y a déjà quelques semaines. Un très 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 bel objet avec des photographies aussi inédites et des textes d'une grande finesse. Donc on va discuter ce livre qui était dirigé par Emmanuel Devaux, ici au milieu, si je puis dire, et auquel ont aussi contribué très largement aussi à cette direction Paolo Giorgia, j'imagine qu'on prononce ça comme ça, Constantino Nicolizas et Camille Riverti. Et c'est, je crois, le premier livre, mais Jérôme, tu me corrigeras, c'est le premier livre qu'on discute ici qui a été publié aux éditions de l'EHSS et qui est présenté aux voix au chapitre, parce que normalement, on n'est pas dans un entre-soi, donc on ne discute pas les livres que nous-mêmes on produit, pour ainsi dire, mais là, ça nous a semblé quand même nécessaire de le faire. Un livre qui, par ailleurs, a obtenu un prix prestigieux de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. C'est le prix du duc de Luba. Alors, je ne sais pas, mais Emmanuel, tu sais peut-être qui était le duc de Luba. Je me suis renseigné. Voilà, tu t'es renseigné. Bon, peut-être tu pourras nous dire un mot qui est le duc de Luba. Alors, je vais, comme d'habitude, présenter brièvement les participants à cette table. Donc je commence avec Emmanuel, donc mon collègue et ami Emmanuel Devaux, donc qui est anthropologue, directeur d'études à l'EHSS, qui occupe la chaire anthropologie néostructurale, un spécialiste entre autres des Indiens de l'Amérique du Nord. Il a vécu pendant plusieurs années au sein des Ojibwa, je ne sais pas comment on les prononce, c'est à peu près ça, septentrionaux, donc c'est au nord encore voilà, c'est au Canada, plus ou moins. Il s'intéresse en revanche aussi à l'Europe, aussi aux Alpes, par exemple, et les constructions de toits dans les montagnes. Il s'est beaucoup occupé de la comparaison des anthropologies américaines et européennes, bien sûr au centre, dans une certaine mesure, et aussi avec une connaissance personnelle, se place toujours Claude Lévi-Strauss, aussi la sexualité et le genre, bref, terrain et théorie, parole et substance, au-delà du structuralisme, plusieurs livres sur ces thèmes. Sous les signes de l'ours, c'est peut-être le premier, jusqu'à sexualité, société, nativité. Donc on est très heureux d'avoir deux commentateurs pour nous dire ce qu'eux ont pensé, ce qu'il y a encore à dire sur ce livre. Peut-être il y a aussi quelques critiques quand même, je ne sais pas, on verra. Donc à ma droite, Andrea Luz Guterres Choquevilca, donc anthropologue aussi, maître de conférence à l'école pratique des hautes études. Donc notre dans la 5e section, si je vois bien, en tous les cas notre maison mère, si je puis dire ça comme ça. On en a beaucoup parlé la semaine dernière pendant les 50 ans de l'EHSS, alors à l'occasion du colloque sur les 50 ans de l'existence de l'école des hautes études en sciences sociales. Donc elle occupe, Andrea Luz occupe la chaire religion des Indiens sud-américains, société des basses-terres. Elle a été, je dis pas, normalement je ne le dis pas, quelles sont les fonctions diverses et variées des intervenants aux voix au chapitre, mais là ça me semble quand même nécessaire parce que donc elle a été directrice du laboratoire d'anthropologie sociale, et je le dis uniquement à vrai dire parce que c'est justement cette
C'est ce laboratoire qui a été fondé en 1960 par justement le déjà mentionné Claude Lévi-Strauss. Donc, anthropologie linguistique, les métamorphoses de la voix rituelle et du chamanisme runa d'Amazonie péruvienne. Par exemple, un livre important, Voix de maître et chant d'oiseaux, pour une étude pragmatique de la communication rituelle chez les peuples Runa d'Amazonie, 1200 pages. Alors, oui, c'est une thèse, peu importe si c'est une thèse, mais c'est quand même beaucoup. Hein. Alors, c'est énorme, donc c'est un chef-d'œuvre. Spécialiste des langues quechua, elle consacre ses recherches à l'anthropologie linguistique de la parole rituelle et de la voix en Amérique indienne, donc des enquêtes multiples et prolongées en Amazonie et dans les Andes. Donc, s'intéresse beaucoup aussi au déchiffrage des langues sécrètes des chamans et a étudié les relations transespèces chez les peuples animistes dans le chamanisme et la chasse. Cédric Ivinek, anthropologue lui aussi. Donc on a 3 anthropologues chargés de recherche au CNRS, anthropologie linguistique. Donc en bribes, discours et pratiques rituelles, régime de temporalité et d'historicité, un intérêt particulier pour l'Amazonie indigène, enquête ethnographique de longue durée chez les Surui du Randonnia, portant sur les pratiques rituelles, les conceptions de la personne, le chamanisme, les arts verbaux et la mémoire historique. Par ailleurs, aussi des recherches chez les Guerrilleros de Bolivie. Je dis tout ça de manière un peu plus exhaustive pour vous montrer aussi on le sait, mais c'est toujours aussi nécessaire, je trouve, de le montrer et de l'énoncer, l'importance des terrains, et notamment, bien sûr, chez les anthropologues. Alors, comme d'habitude, on commence avec toi. Alors, c'est pas que toi, d'habitude, tu parles, mais je veux dire, on commence avec l'auteur ou le directeur du livre qui est en question. On voit au chapitre. Donc Emmanuel, tu nous racontes un peu comment ça s'est passé. Oui, je raconte un peu. Je vais commencer par une anecdote. J'avais eu l'occasion donc de fréquenter des archives que Lévi-Strauss a déposées à la Bibliothèque nationale il y a quelques années, quand je cherchais à publier un texte pour la collection Audiographie, qui elle-même est une collection de l'EHESS. Il s'agissait en quelque sorte de trouver des textes qui pouvaient illustrer la parole vive de Lévi-Strauss, qui n'avait pas été publiée. Et j'ai fait des recherches, j'ai trouvé des choses, et j'ai trouvé 2 textes très intéressants. Un qui avait été publié en 1930, qui avait été prononcé en 1937, et un autre qui avait été prononcé pratiquement en 1993, c'est-à-dire à la fin de la carrière de Lévi-Strauss. Toujours est-il que ce petit livre que j'ai publié, donc de Montaigne à Montaigne, en 2016, m'a donné l'occasion de rencontrer Madame Lévi-Strauss, qui est 3e Madame Lévi-Strauss, qui est donc toujours vivante et qui est Monique Lévi-Strauss. Elle nous dit toujours « appelez-moi Monique », donc je vais l'appeler Monique. Et Monique, justement à la suite d'une petite présentation de ce livre qui avait eu lieu au musée du Quai Branly. On va après au restaurant, on était là avec Philippe Descola et tout ça. Et elle se tourne vers nous et nous dit « Oh, mais il y a aussi à la Bibliothèque nationale, il y a aussi toutes les archives qui concernent, donc, entre autres choses, il y a toutes les archives de Claude Lévi-Strauss, mais il y a, dans ce stock d'archives, il y a tout ce qui concerne les missions qui ont été faites au Brésil avant-guerre, dans les années 1935-39. Lévi-Strauss a dit lui-même que il avait perdu une partie de ses carnets de terrain de la première expédition, celle qui l'avait menée avec son épouse, on va revenir là-dessus, chez les Bororo
et les Cadovéo, parce que son appartement avait été dévasté par les soldats ou la milice lors de l'invasion parisienne par les nazis, ou les Allemands, je ne sais pas ce qu'il faut dire, l'un ou l'autre. En général, c'était des Allemands, les nazis. Mais enfin, toujours est-il que... et en revanche, les carnets de la deuxième expédition avaient été gardés un peu par miracle parce qu'ils étaient à ce moment-là stockés dans son bureau du Musée de l'Homme. Et ça, ces bureaux avaient été préservés. Voilà, donc il y a c'est tout cet ensemble et elle me dit bon, alors on va à la Bibliothèque nationale, on est accueilli par la conservatrice qui est chargée de ces documents, Anaïs Dupuy-Olivier, qui est peut-être là ou je ne sais pas, enfin bref, et elle nous reçoit très gentiment et elle dit voilà, je vais vous sortir les boîtes qui correspondent à la période brésilienne et au carnet de terrain. Elle nous sort une première boîte, une deuxième boîte, une troisième boîte. Et puis elle arrive, il y a un autre chariot, et puis il y a une quatrième boîte, cinquième boîte, sixième boîte. Alors là, je suis pris un peu d'un certain vertige et je me dis, il y avait là le professeur Hugh Jones avec qui on avait pensé à un moment. C'est un professeur britannique qui est spécialiste de la Haute Amazonie, avec qui on avait vaguement pensé qu'on pourrait mener ce projet ensemble, mais aussi bien lui que moi, qu'on s'aperçoit que non, c'est pas possible. Et du coup, c'était trop. La tâche était évidemment énorme. Et voilà, du coup, on rentre chez nous, chacun de notre côté, et on se dit bon, voilà, ok. Mais quelques temps plus tard, une sorte d'illumination qui a traversé l'esprit en purgeant ma boîte email, je vois tomber l'annonce qu'il faut absolument déposer des projets ANR parce que l'ANR est très vivante et qu'en plus c'est bien quand une institution comme le HESS a un projet ANR qui tombe dans son escarcelle. Alors motivé, je me suis dit mais bien sûr, on va faire une ANR, voilà. Et on a donc monté un premier projet d'ANR, c'était en 2019, je crois, si ma mémoire est bonne, et avec l'ITEM. L'ITEM est un institut de recherche du CNRS qui est logé dans l'École normale supérieure et qui est spécialisé dans l'analyse des textes littéraires. Et notamment, ils sont spécialisés de l'édition génétique. C'est-à-dire comment on retrouve, à partir d'un texte imprimé, on cherche dans les différents manuscrits, tout ça, les sources même de chacune des phrases qui étaient écrites. Ils avaient fait un super projet sur Nietzsche. Ils ne connaissaient pas du tout Lévi-Strauss, ils savaient même à peine qui c'était, mais ils s'engagent quand même dans l'aventure parce qu'ils ont la compétence un peu de fouiller dans les textes, c'est leur spécialité et c'était vraiment une sorte de grand fouillis. Je vous dis tout de suite, c'est la question du grand fouillis, et là, ça nous avait frappé dès la première examen qu'on avait fait à la BNF, le premier contact avec ces carnets, c'est que ces carnets se présentent de façon très... Il n'y a pas de date, il y a très peu de dates, ce qui est quand même paradoxal, mais il y a 2000 pages, à peu près de 2000 feuilles, donc... recto verso, ça fait 4000 pages. Et puis non seulement il n'y a pas de date, mais sur la même page, il y a un dessin, il y a des termes de parenté, il y a des notations manifestement ethnographiques. La page suivante, c'est plutôt de la linguistique. La page d'après, tout autre sujet. Enfin bref, il y a un sentiment d'énorme... chaos, et d'ailleurs, Lévi-Strauss lui-même, le décrit comme ça, mes notes, il dit quelque chose dans un entretien quelque part, je ne me souviens plus exactement où, mais effectivement, que ces notes, c'est quelque chose d'ingérable, et qu'il les a regardées, puis il les a remis dans les boîtes, et puis il ne voulait plus s'en occuper. Voilà, donc on est face à cet immense corpus, très, très désarticulé. À ce corpus, quand même, outre les notes manuscrites, s'ajoutent deux choses qu'on découvre. Dès le premier contact, on avait fait cette découverte. Il y a
des carnets de Dinah Lévi-Strauss. Donc Dinah Lévi-Strauss, née Dreyfus, c'était la première épouse de Claude Lévi-Strauss. On va revenir là-dessus, mais ce corpus contenait aussi le carnet de Dinah, et notamment un journal qui, à la différence des autres documents, était parfaitement daté. Bon. L'écriture de Lévi-Strauss est très claire, c'est pas un problème. L'absence de date en est un, mais en revanche, c'était très clair. Mais on voit aussi l'écriture de Dinah, peut-être un tout petit peu plus scolaire, mais pas tellement plus. Chacun son caractère dans sa graphie. Mais elle, par contre, le journal est bien tenu, tel jour, avec la date. Et donc, au moins, avec le journal de Dinah, on avait quelques indications chronologiques. Voilà, et en plus de ce corpus, on retrouve aussi, alors c'est un travail un peu parallèle, mais d'autres documents qui ont trait à la première expédition. Donc il y a des choses qui ressortent de la première expédition, tout n'a pas été perdu de la première expédition. C'est quand même quelque chose qui est important. Et la troisième chose qu'on découvre aussi en parallèle, c'est que l'importance d'un corpus de photographies que Lévi-Strauss aussi a déposé à la BNF et qui correspond à cette époque brésilienne. À la fois des photos vraiment ethnographiques et à la fois des photos de famille, des photos, disons, intimes. Voilà, et donc on est face à ça, et on met sur pied cette ANR, et la première chose qui est décidé, qui paraît raisonnable, c'est que pour pouvoir traiter tout ce corpus, il faut le digitaliser. Donc c'est là où la coopération avec la BNF se met en place et on fait un programme de digitalisation de tout ce corpus qui est donc digitalisé aujourd'hui et que vous pouvez consulter à condition d'aller à la BNF. On peut pas le consulter à l'extérieur de la BNF, mais il est accessible à tous les lecteurs de la BNF. Alors, qu'est-ce qu'on découvre d'autre dans tout ça ? On découvre des choses, mais on ne découvre... D'abord, on va dire de ce qu'on ne découvre pas. Moi, quand Monique m'avait dit qu'on va... je vais vous confier l'exploitation, en quelque sorte, des carnets de terrain de mon mari... Moi, je me dis, c'est super, je vais trouver les deux scènes un peu qui sont les deux scènes canoniques de l'anthropologie contemporaine, enfin un peu moins maintenant, mais qu'il a été quand moi j'étais initié à l'anthropologie, qui est donc ce moment où Lévi-Strauss assiste à deux... Il est chez les Nambiquara et il y a deux bandes de Nambiquara qui se rapprochent l'une de l'autre, qui se reniflent et ils sont proches de se flécher les uns les autres, mais finalement ils se disent que c'est pas une bonne idée de se flécher les uns les autres. Cette fois-ci, on se lèchera la fois prochaine, mais cette fois-ci on va pas faire la guerre, on va faire du commerce. Donc cette idée qui est une idée princeps, on peut dire, chez Lévi-Strauss et chez beaucoup d'anthropologues, qu'au fond, le début de la civilisation repose sur la notion de l'échange, don et contre-don. Bon, c'est tout ça. Bon, enfin, vous connaissez tout ça par cœur. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais dans Triste Tropique, la scène est là, et elle est bien... Alors, moi, je me dis, on va trouver la scène, et puis, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si en décrivant la scène, il a tout de suite interprété dans les termes où il a interprété de façon classique ensuite, en disant que le commerce était l'alternative à la guerre, ou si c'est finalement quelque chose qui intervient après une longue réflexion. Et puis l'autre scène aussi canonique que vous avez dans Triste Tropique, qui est celle de l'écriture et du pouvoir. Donc, la grande leçon, là aussi, c'est Lévi-Strauss, évidemment, on le voit, il écrit beaucoup sur ses carnets, et le chef Nambiquara, Julio, regarde par-dessus son épaule et se dit « c'est quoi ça ?» Et c'est quoi ? Et finalement, Lévi-Strauss lui donne un carnet, un crayon. Et donc, le chef Julio imite l'écriture et fait ce que Lévi-Strauss lui-même, d'ailleurs, appelle des vermicelles. Donc, il fait des...
Et Lévi-Strauss en conclut que Giulio avait compris que l'écriture c'était le pouvoir, et comme il était le chef des Nambiquara, il voulait renforcer son pouvoir, et il avait demandé à son ami son blanc de lui prêter les moyens d'exprimer le pouvoir à travers un semblant d'écriture. Deuxième grand moment de Triste Tropique, mais il y en a d'autres. Mais ceux-là, c'est un peu ceux qu'on apprenait dans les cours de philosophie quand j'étais jeune. Voilà, et alors moi je me dis, là aussi, on va trouver cette scène, quoi. Déception, ce n'est pas dans les carnets qui sont à la BNF. Il y a juste quelque part, d'ailleurs, dans un carnet de Dinah, 3 petits vermicelles sur un côté de page. Et c'est dans le carnet de Dinah. Bon, alors, où est-ce qu'on en est là ? On n'a pas trouvé ce qu'on voulait. Bon, mais on a trouvé d'autres choses. Et d'autres choses qui sont beaucoup plus intéressantes finalement. Parce que ce qu'on voulait trouver, c'était jamais que confirmer ce qu'on savait sur Lévi-Strauss. Et ce qu'on a trouvé nous révèle en fait jusqu'à un certain point, nous permet de réviser l'image de Lévi-Strauss. Alors la première chose qu'on a découverte en explorant cet énorme corpus, à la suite de sa digitalisation, c'est Dinah Lévi-Strauss. On s'aperçoit en réalité que Dinah a participé à toutes les expéditions. Dinah, la deuxième expédition, donc je vous rappelle à 2 mots, la première expédition dure à peu près 4 mois et concerne le Mato Grosso occidental, et la grande expédition, celle qui traverse tout le Mato Grosso, qui rejoint l'Amazonie, qui s'étale sur 9 mois, a lieu en 38-39, et cette expédition, Dinah a participé au début de l'expédition. Elle est partie au bout d'1 mois et demi. Il faisait du terrain chez les Nambiquara, au village de Utiariti, et elle a été touchée par une ophtalmie virulente, et elle a été évacuée. Claude Lévi-Strauss et le médecin Vellard, qui était avec eux, l'ont évacuée, l'ont ramenée à Cuiabá, et puis de Cuiabá, elle est repartie à Sao Paulo, et de Sao Paulo, elle est partie directement en France pour se faire soigner. Mais elle aurait dû participer à toute l'expédition. C'était ça qui était prévu, et très clairement. Et elle avait un titre. On a retrouvé l'ordre de mission, en quelque sorte, de cette expédition. Et Lévi-Strauss était d'ailleurs elle était l'anthropologiste, et lui était l'ethnographe. Et puis il y avait un médecin, et puis il y avait Vellard comme médecin, et puis et ça c'est aussi quelque chose qu'on a découvert. On a découvert à travers les carnets, mais aussi à travers les photos, c'est que l'expédition dans Triste Tropique, vous avez l'impression que Lévi-Strauss est tout seul dans la brousse. En fait, c'est pas vrai. C'était une énorme expédition, une énorme affaire. Il y avait 15 bœufs, il y avait des bouviers, il y avait un cuisinier. D'ailleurs, Dinah n'aimait pas du tout le cuisinier. Il y avait toute une énorme affaire. Donc, quand Lévi-Strauss dit « je hais les voyages et les explorateurs », disons-le tout de même, il se hait lui-même, ou il hait ce qu'il a été. Et ça, c'est quelque chose dont on pouvait s'en douter un peu, mais on en a vraiment la confirmation. Donc voilà. Donc on découvre Dinah. On découvre l'intense coopération intellectuelle et professionnelle entre Claude et Dinah. On découvre aussi à travers le journal de Dinah, pour préparer l'expédition, justement, pour rassembler ces 15 vœux, ces bouviers, ces restaurants, ces cuisiniers et tout ça, Lévi-Strauss, dans la ville de Cuiabá, passe un peu de temps, et il laisse un peu sa femme dans la chambre d'hôtel, qui s'ennuie un peu, mais c'était la norme de l'époque, faut pas l'accabler lui, c'était la norme de l'époque. Donc, et la pauvre Dinah est un peu dépressive, on va dire ça comme ça. Et le journal reflète ses états d'âme, et avec des pages très poignantes. Donc, on rentre un peu dans l'intimité du couple. Et ça, ça redonne un peu de chair à
au couple que formaient Lévi-Strauss et Dinah à cette époque-là. Et c'est même assez émouvant, quoi, ces passages-là. Et ça nous a bien touché, au sens fort du terme. Et alors Dinah, une fois qu'elle est rentrée en France, elle aura renoncé à l'anthropologie, elle redeviendra la philosophe qu'elle a été, puisqu'elle a été formée à la philosophie, comme Lévi-Strauss. C'est un couple de jeunes agrégés philosophes. Donc c'était tous les deux. Lévi-Strauss, voilà. Donc ils ont eu leur parcours anthropologique ensemble, dans l'anthropologie ensemble. Ensuite, Dinah, ils sont séparés. Et Dinah est retournée à la philosophie et Lévi-Strauss est resté à l'anthropologie, on va dire ça comme ça. Mais comme vous le savez, une anthropologie très philosophique. Voilà, ça c'est une première chose. Alors deuxième chose, justement, la deuxième chose qu'on découvre, mais ça on l'avait un peu découvert quand on avait fait ce livre, c'est que l'initiation de Lévi-Strauss à l'anthropologie s'est faite au Brésil. Il était parti, c'est un philosophe et un juriste de formation, et il était parti pour enseigner la sociologie. Et c'est sur place qu'il se passionne donc pour les indigénos. Et c'est là où il se gave, parce que on peut le dire comme ça, de textes anthropologiques. Et à l'époque, il fait l'option en quelque sorte entre les différentes offres théoriques sur le marché, entre évolutionnisme, diffusionnisme et le début du fonctionnalisme. En fait, il se gave de diffusionnisme. Et c'est le diffusionnisme qui le marque le plus. Et pourquoi ? Parce que c'est là où il voit d'emblée quelque chose qui est le plus rigoureux d'un point de vue intellectuel. Essayer de déterminer exactement quels sont les traits culturels qui sont partagés d'un groupe à un autre. C'est ce qui est aussi d'ailleurs le plus aisément articulable avec l'étude de la linguistique. Et aussi, ça c'est peut-être un peu moins sympathique de notre point de vue aujourd'hui, c'est aussi ce qui est le plus facilement articulable à l'époque. Et aujourd'hui, les anthropologues ne pensent plus du tout ça, hein, pas du tout. Hein. Mais à l'époque, ça paraissait quand même aussi quelque chose de très compatible avec l'anthropologie physique. Et Lévi-Strauss et Dinah ont fait de l'anthropométrie, ont mesuré des crânes, ont mesuré la distance entre les yeux, les narines, les trucs. On a des documents, on a des photos, ils l'ont fait. Il faut savoir que Lévi-Strauss a rejeté radicalement l'anthropologie physique par toute la suite de sa carrière après-guerre. Mais c'est intéressant de savoir qu'il savait de quoi il parlait, parce qu'il l'avait pratiqué. Bon, il y a un article aussi où on montre un peu en fait la finalité justement entre l'affinité et la continuité qu'il y a entre le diffusionnisme et la géographie française de l'époque. Je passe un peu là-dessus, mais c'est bien que c'est très important. Mais je vous laisserai le découvrir. L'autre chose qu'on découvre, et ça c'est quelque chose de très important c'est une véritable révélation, c'est qu'en fait Lévi-Strauss et Dinah, mais c'est Lévi-Strauss qui a poursuivi le plus longtemps le projet, puisque c'est lui qui est resté le plus longtemps sur le terrain avec les Nambikora, voulaient faire une grammaire du Nambikora. Ils avaient une ambition d'être des ethnolinguistes. De ce point de vue-là, ils adhéraient aussi aux idéaux de l'école anthropologique américaine de Boas, qui disait qu'il fallait faire en parallèle de l'ethnologie et en parallèle de l'ethnographie, et en parallèle apprendre les langues. Les deux étaient indissociables. Donc ils étaient dans cette mouvance-là, dans ce cours. Et donc il y a beaucoup en fait de documents de type linguistique dans ce qu'on a retrouvé. Et on a fait une découverte là que personne ne soupçonnait que ça existait. C'est que pendant la guerre, Lévi-Strauss a commencé à faire en reprenant ses notes, a commencé à faire un dictionnaire du Nambikora. Il y a des milliers de fiches où avec chaque terme d'un Nambikora classé avec le dialecte, avec la signification possible, etc. Et ça, c'est aussi une véritable découverte. Ce qui est très intéressant parce que, il n'a pas réussi, son projet a avorté, il a été pris par d'autres choses, mais on comprend bien aussi l'importance en quelque sorte que va revêtir pour lui le mythe
et d'une certaine façon aussi la parenté, parce que la parenté, c'est des nomenclatures de parenté, c'est des termes de parenté. Et ensuite, l'importance que va revêtir le mythe pour lui, le mythe étant, s'il a échoué, disons, au niveau de la langue, il va réussir au niveau du métalangage qui est le mythe. Et donc cet intérêt qu'il aura toujours, en fait, plutôt pour ce qui relève, disons, de la langue, plutôt que ce qui relève de la culture matérielle, par exemple. D'ailleurs, ça lui a été souvent reproché qu'il ne s'intéressait pas vraiment. Bon, enfin bref, on voit bien l'affiliation, et ça le préparait aussi, en quelque sorte, à accueillir Jacobson, à accueillir les leçons de Jacobson qu'il découvrira plus tard, pendant la guerre. Qu'est-ce qu'on découvre encore? Ça, on le savait à moitié, mais on l'a mieux saisi. C'est quelque chose qui est vraiment ressorti de façon très claire dans l'examen de tous ces, en explorant cet immense corpus de notes. On a vu aussi, on l'a vu en creux d'ailleurs, et ça je vais vous expliquer pourquoi après, que Lévi-Strauss voulait être un romancier. Il avait l'ambition d'être un romancier. Il l'a dit d'ailleurs. Hein. Il a dit qu'il avait déjà un projet de livre et déjà le titre Triste Tropique était déjà arrêté dans sa tête en 1939 lorsqu'il commençait à faire les premières ébauches de ce livre. On a retrouvé des vagues éléments sur les différents personnages qui seraient les héros de ce livre. On voyait que s'agit d'exilés politiques dans un pays exotique, etc., etc. Donc, on voit bien un peu le projet du roman autobiographique. Et d'ailleurs, il pose la question à un moment, il pose d'ailleurs très clairement la question, question qu'il s'était posée très tôt, du statut en quelque sorte de l'auteur lorsqu'on écrit, et du personnage lorsqu'on écrit un roman qui a une dimension autobiographique. Mais ce qu'on trouve aussi, ça on le savait un peu, hein, mais ce qu'on trouve aussi, et ça c'est là où je pense la recherche vaut le coup, c'est que en fait, le premier Lévi-Strauss, celui qui écrit au Brésil, qui prend des notes, qui observe les choses et tout ça, il est très célinien. Il a une patte dans son écriture assez noire, assez dérogative. Il y a quelque chose d'assez mordant. Bon. Lévi-Strauss avait écrit, quand il était étudiant, un compte-rendu dithyrambique sur Voyage au bout de la nuit. Et il était encore 10 ans plus tard dans cet esprit-là, en quelque sorte. Et je crois que c'est ça qui est tout à fait intéressant. C'est qu'entre les notes qu'on a retrouvées, parce que finalement on n'en a pas retrouvé tellement de ce type-là, et on va voir pourquoi, et ce qui se retrouve dans le livre, Triste Tropique, il y a des écarts. Alors, juste un écart qui est un truc qui est assez amusant, on s'est bien amusé à le lire, c'est, voilà, ils ont depuis 6 mois, ils sont dans le Mato Grosso, les conditions sont... Mato Grosso, c'est la brousse, hein, il n'y a rien à manger, enfin bref, les conditions de vie sont un peu difficiles, et c'est pas l'abondance. Mais ils arrivent en Amazonie, et en Amazonie, ça devient un milieu beaucoup plus luxuriant, les ressources locales, en quelque sorte, sont beaucoup plus abondantes. Lévi-Strauss était chasseur, il adorait la chasse. Sa femme nous a confirmé qu'il adorait la chasse. Donc vous voyez, vous imaginez... Lévi-Strauss cacciatore, si, Lévi-Strauss adorait la chasse. Bon, alors, bon, on ne sait pas vraiment s'il était un chasseur efficace par ailleurs. Ça, c'est autre chose. On peut aimer la chasse, mais après, être un bon chasseur, c'est deux choses différentes. Mais il nous dit dans Triste Tropique, donc, voici le détail de ces exercices gastronomiques tels que je le retrouve dans mes notes. Il le dit, tel que je le retrouve dans mes notes. Colibri, rôti
sur l'aiguille et flambé au whisky, queue de caïman grillé, perroquet rôti flambé au whisky. Apparemment, ils avaient une dose de whisky à écouler. Hein. Ils avaient fait traverser pas mal de litres de whisky à travers tout le Mato Grosso. Là, c'était le moment de s'éclater, parce qu'après, il y a la cachaça. Hein. Dès qu'on arrive en Amazonie, ça devient plus cool. Hein. Ragoût de moutoum, sorte de dindon sauvage, et de bourgeons de palmier à la sauce de tocari et au poivre. Ça ne doit pas être mauvais, ça. Hein. Et enfin, jacou rôti au caramel. Voilà ce qu'il écrit dans Triste Tropique. Mais nous, on a retrouvé le menu, le texte authentique. Et il a rajouté un plat dans ce festin. Il a rajouté donc la queue de caïman grillé, n'est pas dans le texte authentique. Donc, ça veut dire qu'il joue hein, entre ces notes qu'il utilise et ce qu'il écrit. Il y a peut-être cette tentation, cette tentation de la fiction, quand même, de fictionnaliser un peu les choses. Parce que les caïmans grillés, c'était pas là. Un autre passage dont on a retrouvé l'original, en quelque sorte, c'est la description du village de Rosario. Rosario est donc je vous lis d'abord le texte original qui a été retrouvé dans les carnets. Et Rosario est un village de nègres, nains et goitreux, qui font de la cuisine mi-partite. Bon, je passe là-dessus. Après, se rappeler les énormes avenues droites avec les petits casabres, ça veut dire cabane apparemment, de Pao des Pics, ce qui veut dire torchis, fulgurant avec toit de chaume et palmes claires. Et lorsqu'on retrouve ce passage dans Triste Tropique, il a subi une subtile métamorphose. Laissant la troupe derrière nous, nous arrivions à Rosario Oreste, bourgade d'un millier d'habitants, pour la plupart noirs, nains et goitreux, logés dans des cabresses, bicoques de torchis d'un rouge fulgurant sous les toits en palmes claires, bordant des avenues droites où pousse une herbe folle. Alors, d'un endroit complètement sinistre, dans la première version, en quelque sorte, avec ces allées complètement démesurées, avec cette population, apparemment tout, dans la première version, tout le monde est nain et goitreux et de couleur noire. On a quelque chose de quand même beaucoup plus riant, quoi. Une bourgade. Pour la plupart, ils sont noirs, nains et goitreux. On n'a pas renoncé à ça, mais d'abord, c'est plus des nègres, c'est noirs. Et puis, il y a quand même ces allées qui sont droites, mais elles ne sont pas démesurées. Et puis, une herbe folle, ça donne. C'est pas la mauvaise herbe, l'herbe folle, c'est quand même sympathique. Donc, on a une espèce une métamorphose complète de la description. Et c'est très intéressant parce que il se suffit de quelques mots, de changer quelques mots pour qu'on passe d'une ambiance totalement différente de l'original à la version reproduite dans Triste Tropique. Et alors, cette petite comparaison que je fais là m'amène au cœur du problème qui rapidement s'est posé à nous, c'est qu'en réalité, dans ces 4000 pages de notes, les passages comme celui-ci que je viens de vous décrire, il y en a très très peu. Tout ce qu'on pourrait appeler, qui relève du carnet de nos routes, descriptions, et c'est d'autant plus troublant que au début de Triste Tropique, Lévi-Strauss nous dit qu'à la douane américaine, les carnets de route sont regardés de façon suspicieuse par les douaniers américains lorsqu'ils cherchent à rentrer. Ça veut dire il va y réussir, Dieu soit loué pour lui, sur le territoire américain pendant la guerre. Et en réalité, si vous voulez, Triste Tropique, il y a évidemment des passages un peu théoriques, mais l'essentiel de Triste Tropique, c'est quand même des descriptions de paysages. C'est pour ça que je parlais de géographie française. Il a eu un très grand talent dans la description des paysages, la métamorphose de Sao Paulo, la descente du Rio Machado, vous avez les rives, les oiseaux qui, dans
dans la forêt qui résonne de mille parts, et puis vous avez aussi des grands passages consacrés à des extraits de folklore brésilien qui sont passés là, différents. Les pagayeurs chantent, des grandes sortes d'épopées populaires de Brésil. Et tout ça, alors, Vincent Deben, qui a écrit sur Lévi-Strauss, a dit que Lévi-Strauss, Triste Tropique, c'est que du souvenir. Ben, quand vous lisez Triste Tropique de près, vous voyez bien que ce n'est pas que du souvenir. Il y a des choses qui sont pratiquement, à condition d'être légèrement réécrites, comme je vous l'ai montré. Il y a l'essentiel de Triste Tropique est une écriture qui s'inspire des carnets de terrain qui étaient en sa possession en 1950, donc encore 15 ans plus tard, après donc l'expédition, puisque le livre a été écrit en 50. Voilà. Et on sait aussi que le livre a été écrit très très rapidement. Emmanuel. Oui. Alors, 2 minutes. Okay, très bien. Tu as raison, je empiète sur le temps de parole. Alors, en fait, ce qui s'est passé, la conclusion auquel on est arrivé, et ça c'est quand même une vraie découverte, par déduction, mais c'est une découverte quand même, c'est qu'au fur et à mesure que Lévi-Strauss écrivait son livre, il détruisait ses carnets pour ne pas laisser de traces. Il n'a laissé il n'a conservé en quelque sorte de ses carnets de terrain que les parties les plus scientifiques, qu'il n'a pas utilisées directement dans Triste Tropique. Et c'est pour ça que c'est essentiellement de la linguistique d'ailleurs. Des schémas de parenté, des choses assez techniques, assez abscontes, assez difficiles à déchiffrer d'ailleurs aujourd'hui. Et en fait, au fur et à mesure qu'il écrivait Triste Tropique, il déchirait ses carnets de terrain qu'il avait réécrits, il les avait légèrement réécrits. Et pourquoi il les écrit légèrement ? Parce que justement, il veut se détourner de ce ton célinien, ce ton de supériorité. Et il veut rentrer dans une ère ce qu'on peut appeler une anthropologie compassionnelle. Donc, donc il va emprunter des termes beaucoup plus respectueux. Il va avoir une narration un peu plus neutre, qui perd d'ailleurs un peu par moments en saveur. Ça reste assez savoureux quand même. Il y a quelques passages d'ailleurs qui restent un peu caustiques, on peut dire comme ça. Mais en réalité, il y a une métamorphose qui s'est opérée entre le jeune garçon des années 30, le jeune homme, il y avait quand même une trentaine d'années à l'époque, et l'homme de la maturité des années 50, qui renonce en quelque sorte, se départit de l'arrogance, typiquement, disons-le, l'arrogance typiquement coloniale. Lévi-Strauss est un précurseur. Dans les années 50, il fait déjà du post-colonialisme. Il crée, si vous voulez, ce relativisme culturel qu'il associe à de l'humanisme. Et de ce point de vue-là, c'est tout à fait remarquable. Et on en voit les traces dans les carnets de cette mutation. Et on en voit des traces par soustraction. Il ne veut pas laisser de traces de ce qu'il a été. Donc il a détruit les carnets au fur et à mesure qu'il les réécrivait. Voilà. Et ce qui explique qu'il y a une transmutation qui s'est faite entre les carnets de terrain et Triste Tropique. Et voilà, c'est ce qu'on a essayé de mettre entre autres choses, ce qu'on a essayé de montrer dans ce livre. Je vous remercie. Merci infiniment, Emmanuel. Donc moi, je dirais peut-être on va commencer avec Andrea Luce, et peut-être, mais je vous laisse dire aussi, peut-être on enchaîne aussi les 2 commentaires, et comme ça tu peux ou tu préfères de répondre au fur et à mesure, hein. Comme ça tu auras une belle réplique ou supplique à faire à la fin. Hein. Andrea Luce. Alors tout d'abord, merci pour cette invitation. C'est un honneur et un grand plaisir de pouvoir commenter un ouvrage qui est très complexe et qui est très important aussi dans l'histoire de notre discipline et dans l'histoire de la manière dont on perçoit l'ethnographie,
et l'écriture anthropologique. Et je vais aborder peut-être seulement un ou deux aspects des richesses que l'on trouvera dans cet ouvrage, qui est donc qui met en avant donc d'une façon assez inédite la genèse de ce texte, Triste Tropique, et la genèse d'un personnage également, la personne de Claude Lévi-Strauss, avec Dinah Dreyfus-Lévi-Strauss en arrière-plan. Donc un personnage, je parle de personnage parce que c'est important aujourd'hui, les textes, les commentaires de l'œuvre de Lévi-Strauss sont nombreux, qui dressent des portraits toujours plus inactuels de la personne, de sa pensée, de sa contribution aux sciences humaines. Et aujourd'hui, on aborde un petit peu les coulisses de l'élaboration de cette personne. Et le caractère inactuel peut-être sera décapé par la découverte de ces carnets, de la fabrique du texte et aussi de la fabrique de la pensée anthropologique. Donc on trouve dans ce carnet l'esquisse d'une confrontation inédite entre les divers textes publiés par Claude Lévi-Strauss et un immense corpus d'hypotextes, dessins, partitions de musique, carnets de terrain, journal de bord, recueil de notes lexicographiques et linguistiques, comme l'a dit Emmanuel. Donc c'est un corpus hétérogène auquel l'ébauche d'un travail codicologique est dédié, qui compte donc ce corpus environ 4000 pages, si on se limite aux notes et carnets de terrain, 12 000 si on inclut les fiches photographies, dactylographie de Triste Tropique et fragments de texte manuscrits. Et comme l'a dit Emmanuel, je pense que c'est l'un des points aussi capitaux de cet ouvrage, qui se fonde d'ailleurs sur le travail d'une étudiante qui a soutenu son doctorat il y a très peu de temps, Fernanda Acevedo Moraes, donc, qui comporte aussi des documents de Dinah Dreyfus, donc première épouse de Claude Lévi-Strauss. Donc cet ouvrage, par les pistes de recherche qu'il trace, répond à l'exigence d'une totalisation, tout en restant inachevé, butant sur des énigmes en clair-obscur, telles que la plume et le regard d'une femme, Dinah Dreyfus, enchâssée et invisibilité dans la voix d'un homme, Claude Lévi-Strauss, qui est et reste le narrateur principal de Triste Tropique. Ou encore, le sacrifice de la linguistique et celui d'une attention pourtant inestimable consacrée à la langue, aux échanges verbaux, à la musique ou aux scènes rituelles. Plonger dans la genèse et aux sources de Triste Tropique, c'est se mettre en quête d'un idéal, celui du livre total, un livre infini, hanté par la transcendance textuelle, le palimpseste, un projet d'exploration de toutes les versions possibles qui brouillent le réel et la fiction, qui dépasse donc une appréhension parfaite par les sens et l'esprit, y compris ceux de Claude et Dinah Lévi-Strauss. À propos de Triste Tropique, disons, ce projet de totalisation qui est tout de même irrigue le projet de cet ANR Nambikwara et de ce livre, il fait référence aussi à... Il met en lumière une fois de plus l'hybridité radicale des genres qui caractérise Triste Tropique, puisque le livre mêle, vous le savez, récits de voyage, autobiographie, ethnographie, méditation philosophique, et prend l'allure d'une sorte d'encyclopédie personnelle, un livre qui rassemblerait plusieurs livres en un. C'est un livre qui contient plusieurs mondes, qui traverse les sociétés amérindiennes, les sociétés des bandes Nambikwara, dont certaines ont disparu, donc les Bororo, les Kadoveo, les Mundé, mais également qui aborde la question de la géologie, la musique, la structure de parenté, et qui englobe donc une immense diversité de cultures et de savoirs. Dans Triste Tropique, c'est une volonté de totalisation théorique qui s'attache donc à l'exploration géographique et stratifiée de la condition humaine et des structures universelles de la pensée. Le principal apport, je dirais, de cet ouvrage sur les carnets de terrain et la génétique du texte, c'est d'être un livre sur le livre. Un livre qui met à nu la génétique du texte et qui présente une révélation du caractère singulièrement polyphonique de l'œuvre, l'enchâssement de plusieurs voix, de multiples voix, qui constituent ces hypotextes et hypertextes de l'œuvre. Le dépouillement des carnets à plusieurs mains donc, visait à retrouver ces premières notations sur le vif,
notamment concernant ces scènes cruciales du texte dont a parlé Emmanuel, notamment la leçon d'écriture, qui a joué un rôle quand même très important dans l'histoire de l'anthropologie, pas seulement américaniste, je pense aux travaux de Jack Goody, mais aussi la question du commerce et de la guerre, de l'interdépendance et complémentarité du commerce et de la guerre, qui est aussi une scène cruciale des Tristes tropiques et dont il était question de rechercher les sources dans ces carnets de terrain. Il s'agissait, je cite les auteurs de l'introduction, de savoir si ces scènes avaient immédiatement inspiré Lévi-Strauss de profondes réflexions, quitte à ce qu'elles fussent réélaborées, ou si elles n'étaient pas, dans un premier temps, que de banales observations dont la puissante interprétation ne devait intervenir que plus tard. Or, c'est un point important qui était explicité dans la note 8 de l'introduction seulement, mais aussi dans le chapitre consacré à la lexicographie, notamment par Michel de Fornel. Cet ouvrage donne à penser qu'il se pourrait que Claude Lévi-Strauss n'assista pas à la rencontre entre les bandes d'Ambiquara, qui fut à l'origine de ces célèbres articles sur la guerre et le commerce, et il se pourrait également qu'on ne trouve pas plus de traces de la leçon d'écriture. Donc c'est un fait qui mérite d'être noté, qui a été mentionné tout à l'heure par Emmanuel, mais qui donne à penser, à s'interroger sur la fabrique du texte. En revanche, comme l'a dit Emmanuel, cette leçon d'écriture, elle figure bien dans les carnets de Dinah Dreyfus, puisqu'elle écrit même « Quand on demande de dessiner aux Indiens, ils imitent ou essaient d'imiter les lettres de l'écriture. Cela donne des pages soigneusement remplies en tous sens de petits vermicelles », qui est l'expression verbatim mentionnée dans Tristes tropiques. Quant au carnet de Lévi-Strauss lui-même, mis à part quelques rares pages identifiées sans difficulté dans Tristes tropiques, leur lecture, disent les auteurs de ce livre, donc révèle tout ce qui ne se trouve pas dans ce livre. Et il se pourrait donc que cette écriture incandescente de Claude Lévi-Strauss, qui se déroule sur une période très courte de 4 mois, ait donné lieu à la destruction des notes préparatoires. Donc un écrit préparatoire qui servait de combustible et qui était voué, semble-t-il, à disparaître, à être soustraite à l'archive, déchirée et jetée dans la corbeille à papier. Alors c'est pour moi l'une des principales raisons pour laquelle ce livre me semble ouvrir des pistes tout à fait importantes. C'est parce qu'il montre en quelque sorte les ombres et qu'il révèle aussi ce qu'une anthropologie lévi-straussienne, à travers ce qui reste dans ces carnets et ce qui a été aussi omis ou détruit, ce qu'une anthropologie lévi-straussienne a volontairement omis, et cette ellipse est comme un silence, exprime un non-dit et peut-être les limites de sa pensée. C'est une ethnographie en partie ventriloque, tout autant qu'une ethnographie en partie silenciée, celle de la langue de ces peuples, de la parole vive, de la musique, mais aussi de la parole, disons, de l'écriture des carnets et de la présence de Dinah dans toute l'œuvre, dans la présence de Dinah dans la formation intellectuelle de Claude Lévi-Strauss, puisque on sait par les travaux de nombreux auteurs brésiliens notamment et de Fernanda Moraes, Luisa Valentini et Luciana Portela, que Lévi-Strauss a joué un rôle tout à fait, Dinah Dreyfus, Lévi-Strauss a joué un rôle tout à fait important dans la formation anthropologique et ethnographique de Claude Lévi-Strauss. Et qu'elle a, notamment, elle avait suivi les cours de Paul Rivet et obtenu son certificat d'études en 1932. D'ailleurs, je crois que c'était l'année de son mariage avec Claude Lévi-Strauss. Et que, finalement, ce n'est que pendant l'expérience au Brésil que Claude Lévi-Strauss acquiert véritablement ses lettres de noblesse en tant qu'ethnographe et anthropologue, suite à une certaine inégalité dans la carrière qui est proposée dans les chances qui sont proposées à chacun des époux Lévi-Strauss, puisque Dinah
pensait donc trouver au Brésil la possibilité d'enseigner et d'avoir une chaire d'anthropologie à l'université de São Paulo. Mais c'est Claude Lévi-Strauss, apparemment cette chaire lui aurait été promise, mais c'est Claude Lévi-Strauss qui se voit attribuer ce poste et elle est reléguée en arrière-plan dans toute sa période brésilienne. Donc on voit ici un paradoxe qui me semble tout à fait important, qui est l'importance de Dinah dans la carrière, l'évolution aussi de la pensée de Claude Lévi-Strauss et son invisibilisation quasiment totale de Triste Tropique, puisqu'elle n'apparaît, je crois, que de manière extrêmement comme un fantôme, disons, comme une ombre, et elle n'apparaît que pour mieux disparaître, si je peux me permettre, puisqu'elle disparaît lorsqu'elle est mentionnée, c'est au chapitre, je crois, 24 ou 27, pour sortir du terrain d'une crise d'ophtalmie. Voilà, donc, pour faire vite, je voulais souligner que, à partir des notes qui ont été prises du chapitre consacré à Dinah dans la lecture de ce livre, j'ai été frappée, enfin des chapitres consacrés à Dinah Dreyfus, j'ai été étonnée par, disons, la tonalité qui était tout à fait, qui disons, abordait la dimension affective et quelque part l'expérience intime, l'intimité, cette entrée dans l'intimité du couple Lévi-Strauss. Et quelque part ce décalage, cette disproportion entre la manière dont on présente Dinah comme donc une personne, disons, encline à la dépression ou à la mélancolie, on va dire, et la réalité des emprunts et des appropriations de son texte dans la fabrique de Triste Tropique. Donc ça, c'est quelque chose, je pense que ce livre est à la fois une étape fondamentale dans la compréhension de l'œuvre de Claude Lévi-Strauss et peut-être même dans notre propre appréhension de l'anthropologie. Mais ça me semble être une première étape, la seconde étant la reconnaissance dans la fabrique du texte de cette polyphonie très importante et de la polyphonie des voix, non seulement celle d'une femme qui a donné probablement son regard sur la rencontre des bandes Nambiquara, son regard sur la leçon d'écriture. Je vous renvoie aux travaux de Fernanda Moraes, mais également la voix des peuples autochtones qui a quelque part été invisibilisée et silenciée dans Triste Tropique, et dans les publications ultérieures, puisque on retrouve dans les mêmes carnets de terrain de Claude Lévi-Strauss une proportion extrêmement importante de notes linguistiques et métalinguistiques, d'essais de transcription, bien qu'il manque un sérieux travail d'analyse morphologique, comme l'a souligné Michel de Fornel. Il y a toutefois dans ces carnets matière à un dictionnaire Nambiquara, à une publication éventuelle d'un dictionnaire Nambiquara, et des choses qui étaient tout à fait dignes d'attention pour l'anthropologie, qui eussent pu, je dirais même, ouvrir la voie vers une prise en compte de la linguistique comme un outil tout à fait indispensable au-delà de la méthodologie qui était celle de la prise en compte du modèle de la phonologie, puisque on savait qu'aux États-Unis, on sait que Claude Lévi-Strauss a été inspiré par les travaux de Franz Boas. Il s'est d'ailleurs inspiré pour la question du diffusionnisme aussi, je pense, très fort des travaux de Franz Boas qu'il avait rencontré à New York. Mais en revanche, il ne s'est pas du tout inspiré, il a même récusé l'approche qui était celle de l'anthropologie américaine, fondée sur la collecte de textes, la transcription, le travail de transcription, et le travail aussi sur la génétique des textes et la mise en lumière de la voix autochtone et des variations des mythes dans les langues autochtones. Donc c'est un aspect qu'il a entièrement évacué par la suite. Il a même écrit des phrases, il a même écrit dans le sens en disant que pinailler sur la langue, c'était finalement un jeu tout à fait inintéressant et inutile. Et donc finalement cet ouvrage met en lumière
une excusatio propter infirmitatem, c'est-à-dire une excuse. Il s'est excusé de ne pas avoir abordé la question de la parole vive, de la performance orale, des voix autochtones, par infirmité, c'est-à-dire par incapacité à transcrire suffisamment correctement, disons, les langues autochtones. Donc c'était bien sa formation qui était défaillante et non pas l'intérêt de transcrire les voix autochtones qui étaient en jeu. Voilà, donc je vais aller très vite, mais c'est ces paradoxes-là, à mon avis, très importants que met en lumière l'ouvrage, tout autant que, d'ailleurs, le paradoxe qui était un peu mentionné par Emmanuel, entre cet incipit des tristes tropiques qui évoque cette haine des voyages et des explorateurs, cette mise, en retrait par rapport à la manière dont Lévi-Strauss pointe du doigt le travail mystificateur des voyageurs, des explorateurs. Le voyage est une duperie, dit-il, l'aventure n'a pas de place dans la profession d'ethnographe. Tout ça rentre en contraste brutal avec, en réalité, la construction, puisque les carnets de terrain montrent un télescopage des strates temporelles. Certes, on nous dit, les exégètes nous disent, Triste Tropique est une translation merveilleuse dans le temps, dans l'espace et dans l'histoire des civilisations. Et en réalité, c'est une construction temporelle également, puisque on voit en suivant la réécriture, la construction à partir des carnets de terrain, qu'on a un télescopage de moments temporels tout à fait différents, dont la chronologie peut être reconstruite grâce à la confrontation des carnets de Dina, de Claude et éventuellement de Castro Faria, qui accompagnait, anthropologue brésilien qui accompagnait cette expédition. Donc, une reconstruction semi-fictionnelle, semi-autobiographique, un décentrement mélancolique qui est très présent dans Triste Tropique. Et là, il y a quelque part une petite injustice à souligner, disons, ce caractère enclin à la mélancolie de Dina, Lévi-Strauss, qui me semble presque, disons, inférieur à la propension de Claude Lévi-Strauss à se plonger dans les rêveries céliniennes et dans une certaine fascination pour l'entropie et la destruction imminente des peuples autochtones. On était très heureux, je crois, l'année dernière, suite à l'organisation d'un colloque du LAS avec la participation des autochtones, notamment les Kaingang, qui sont ici d'ailleurs invisibilisés dans Triste Tropique, mais bien mentionnés dans les carnets, qui participaient donc à un colloque sur les voix autochtones, justement le rôle des autochtones dans la recherche anthropologique aujourd'hui. On était très émus de confronter leur présence aujourd'hui dans la scène académique avec disons, la promesse d'une destruction imminente qui traverse toute l'œuvre de Claude Lévi-Strauss. Et donc là, on a aussi un questionnement sur le caractère fictionnel et presque dramatique de l'œuvre lévi-straussienne dans Triste Tropique. Cette scénographie, disons, accointance entre un récit ethnographique et un récit totalement littéraire, une fiction, comme le disait Emmanuel. On trouve d'ailleurs des passages, je crois, de l'apothéose d'Auguste littéralement transcrits dans le texte de Triste Tropique, et un goût pour l'écriture du soir, un goût pour une forme de cadrage cannibale de l'énonciation. Cadrage cannibale, je renvoie à cette interprétation qu'avait faite Vincent Debanne des photographies de Claude Lévi-Strauss qui se mettaient à fleur de peau, disons, comme pour atteindre le seuil de l'intimité des autochtones. Et on voit aussi dans l'écriture de Triste Tropique une sorte de cadrage cannibale de l'énonciation avec quelque part aussi une invisibilisation des voix autochtones qui sont mises au service ou disons subsumées sous l'intention d'une fiction ethnographique. Donc je vais m'arrêter là, d'une fiction qui visait, oui, à déclencher l'empathie. Et c'est aussi très intéressant de reconnaître, grâce à la confrontation des carnets de terrain et au texte de Triste Tropique, finalement,
à quel point l'écriture anthropologique, lorsqu'elle s'approche de la fiction et qu'elle finalement se réinvestit d'une certaine liberté, d'une liberté d'écriture, à avoir sans doute, avec cette nécessité, ce devoir de mettre en scène l'autre comme susceptible d'une permutation, de dialoguer et un désir d'identification avec l'autre. Il me semble aussi que cette empathie chez Lévi-Strauss est très liée à cette conscience, cette lucidité extrême que l'anthropologie est fille d'une ère de violence, c'est-à-dire fille d'un projet colonial, d'une ère de violence qui est celle de la colonisation, et que à ce titre-là, son dessein et son destin est profondément ambigu et lié à cette extériorisation de la position de l'ethnographe, alors même qu'il invisibilise les voix autochtones et qu'il invisibilise peut-être sa propre présence sur le terrain et la présence d'une femme, de sa femme sur le terrain. Et voilà, je vais m'arrêter là, mais c'est toute cette intimité, je dirais, de la discipline, plutôt que l'intimité du personnage Claude Lévi-Strauss et Dina Dreyfus, qui me semble pouvoir être mise au devant, enfin problématisée et puis interrogée par l'anthropologie aujourd'hui. Et je ne saurais qu'encourager, vous encourager à lire ce texte et puis à essayer de discuter sur les propositions, y compris épistémologiques, que l'on peut tirer à partir d'une considération du fait que l'anthropologie, le lien entre l'anthropologie et la littérature est extrêmement étroit et qu'il émane d'un projet, peut-être projet d'une discipline au-delà du vécu et de la biographie propre à Claude Lévi-Strauss. Donc ma question porte principalement sur ce rapport entre anthropologie, littérature, et puis sur finalement, que peut-on, quelles leçons peut-on tirer aujourd'hui? Comment peut-on lire Claude Lévi-Strauss autrement? Quelles leçons peut-on tirer de la lecture de Osirs de Triste Tropique sur ces voix invisibles, cette polyphonie propre à l'œuvre anthropologique, propre à l'ethnographie, cette idée que l'on met en lumière et qu'au même moment on met dans l'ombre. Et il me semble que il y a beaucoup à tirer de ce pari de réécrire autrement les sciences sociales et l'anthropologie. Voilà. Merci beaucoup, Andrea Luce. J'imagine que Emmanuel voudrait tout de suite, il est déjà dans les starting blocks pour donner ses propres réflexions à cette tension entre le graphiste, donc l'ethnographiste, Claude Lévi-Strauss, et le fictionnaliste, et aussi sur la question de l'invisibilisation. Mais c'est pas encore le moment. Donc, on va passer tout de suite d'abord à Cédric, et après tu pourras, cher Emmanuel, répondre en bloc. Alors, Cédric, je vous en prie. Merci pour cette invitation et pour m'avoir donné l'occasion de lire ce livre qui est déjà avant tout un très très bel objet, à la fois par son contenu textuel et aussi par tout son contenu iconographique, à la fois les reproductions de carnet et toutes les photos qui sont comprises dans le livre. C'est un livre qui vient jeter un nouvel éclairage sur une entreprise ethnographique qui avait déjà été partiellement éclairée par la publication des carnets de Luis de Castro Faria, le participant ou inspecteur brésilien de l'expédition de Lévi-Strauss. Publication qui date quand même aujourd'hui d'il y a un quart de siècle, mais qui, parce qu'elle avait été faite, d'une part, le livre de Castro Faria est
plus un livre d'images qu'un livre de texte. La part textuelle dedans des carnets de Castrofaria sont quand même très 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 succincts. Ce livre n'a été publié à ma connaissance qu'en portugais et dans une traduction anglaise assez lamentable. Et le livre avait été, je pense, assez mal reçu à l'époque en France parce qu'il avait été... c'est pas tant le livre lui-même que les commentaires que Castrofaria avait fait à cette occasion étaient assez désobligeants à l'égard de Lévi-Strauss, très critiques, et surtout sans doute quand on voit justement la richesse des carnets de Lévi-Strauss, ces critiques apparaissent un peu vaines aujourd'hui. Cela étant, c'est donc une contextualisation qui, au sens un peu archéologique du texte de Triste Tropique, et les matériaux qui sont étudiés dans le livre, donc ces carnets de terrain de Lévi-Strauss, ou ce qu'il en reste, puisque la thèse du livre est qu'une partie importante de ceux qui ont servi à l'écriture de Triste Tropique ont été jetés par Lévi-Strauss dans le processus d'écriture. C'est donc voir vraiment quelque chose qui est doublement rejeté en quelque sorte par Lévi-Strauss, puisque finalement, dans l'économie générale de l'œuvre de Lévi-Strauss à l'échelle de l'ensemble de sa carrière, si Triste Tropique est sans doute le texte qui l'a fait connaître du grand public de manière sans doute un peu imprévue de Lévi-Strauss, qui ne s'attendait probablement pas à un tel succès de son texte, c'est quelque chose qui, sur le plan scientifique, représente relativement peu par rapport aux grands ensembles des thèmes de recherche de Lévi-Strauss, la parenté et ensuite la mythologie. En effet, déjà, l'ethnographie Nambiquara, qui était, suppose-t-on, censée être le cœur de sa thèse de doctorat, a été rétrogradée au cours du processus d'écriture de sa thèse lorsqu'il était aux États-Unis, de thèse principale à celui de thèse complémentaire, les structures élémentaires de la parenté devenant la thèse principale. Et ensuite, donc Triste Tropique a été écrit, je crois, dans un moment un peu difficile de la carrière professionnelle de Lévi-Strauss, où après son retour en France, il avait un peu de mal à s'insérer dans le milieu académique français, se réinsérer dans le milieu académique français. Et donc, ce qui reste de ces carnets, c'est donc ce qu'il n'a pas utilisé dans ce texte qui était écrit dans un moment un peu d'angoisse par rapport à sa carrière et ses publications. Et c'est donc une contextualisation archéologique de Triste Tropique, étudiée à partir, on ne va pas dire de ses rebuts, mais de ses reliquats, de ce qui n'a pas été inclus dans le texte, si bien que le titre aurait pu aussi bien que aux sources de Triste Tropique, ça aurait pu être dans les vestiges ou dans les ruines de Triste Tropique, puisque les ruines étant quand même quelque chose qui, dans l'esthétique de Lévi-Strauss, est largement valorisé, de voir Lévi-Strauss décrit des populations qu'il considère comme étant dans un état sinon de décadence, ou du moins proche de la disparition, ce qui est vrai pour un certain nombre des populations qu'il a étudiées. Dans celle croisée dans cette expédition, c'est le cas au moins de deux d'entre elles, les Mundé et les Tupikawaïb, qui ont aujourd'hui disparu. Ce n'est pas du tout le cas des Nambiquara, qui sont aujourd'hui bien vivants.
Le livre est construit sur une alternance fluide de chapitres consacrés à 4 approches principales, il me semble, qui sont parfois même mêlées dans un même chapitre. Premièrement, une description et une analyse des documentaires et archivistiques de ces carnets. Ensuite, une histoire, ou donc une archéologie littéraire et psychologique de Lévi-Strauss et de Dinah Dreyfus. Et surtout, une archéologie ethnographique avec une reconstitution du parcours de l'expédition de 1938, reconstitution même, je crois, partiellement entreprise par l'un des co-auteurs, deux des participants de ce livre, Constantino Nicolizas et Paolo Gioga. Ici présent. Entreprise d'autant plus intéressante que c'est non seulement une partie des populations qui ont disparu, mais le paysage même que Lévi-Strauss a traversé, qui n'existe plus du tout aujourd'hui, encore moins que les populations, puisque ils ont été entièrement rasés dans la région. On trouve aussi une étude des prémices, des concepts centraux de l'œuvre lévi-straussienne, notamment à travers l'étude du concept de transformation structurale que l'on voit poindre dans l'analyse de certains matériaux. Et enfin, donc, l'exhumation d'une documentation ethnographique et surtout linguistique laissée inédite ou inutilisée par Lévi-Strauss, notamment par toutes les analyses faites par Michel de Fornel sur ces matériaux linguistiques, aidés par des spécialistes de la phonologie des langues nambiquara, Stella Teles et Léo Wetzel. Toutes ces approches ont chacune leur utilité. On peut espérer que les carnets numérisés sont partiellement accessibles, mais de manière compliquée, puisqu'il faut se rendre à la BNF pour pouvoir les voir, et on ne peut pas les consulter aussi facilement qu'on pourrait l'espérer. Et on se rend compte, par la description, que ce livre sera un guide très utile pour ceux qui voudront se lancer dans la recherche de ces carnets, dans la recherche d'informations au sein de ces carnets, qui forment un ensemble énorme et très chaotique du point de vue de son organisation interne. C'est évidemment un document très utile aussi pour tous les gens qui étudient la biographie personnelle et intellectuelle de Lévi-Strauss. Et c'est tout aussi utile pour l'histoire, voire la préhistoire de la discipline en France et au Brésil. Mais moi, ce qui m'a donc personnellement, sans doute par le fait d'avoir travaillé dans cette même région avec des gens soit loin, parents linguistiquement des populations étudiées, soit voisins et anciens ennemis ou exterminateurs de certaines de ces populations, que la reconstitution de la chronologie précise du voyage de Lévi-Strauss que propose un des chapitres de ce livre, reconstitué par Constantino Nicolizas, me paraît extrêmement précieuse et permet, à mon avis, de mieux cerner et mettre en perspective l'activité ethnographique de Lévi-Strauss. Alors, on savait déjà donc que c'était des modalités ethnographiques qui sont très différentes de celles qui sont aujourd'hui pratiquées par les ethnologues, les anthropologues contemporains, au moins depuis les années 70, et qui, à l'époque de Lévi-Strauss, étaient déjà des modalités de terrain qui apparaissaient un peu désuètes et déjà des ethnographes, que ce soit Métro ou Nimwendajou,
faisait des terrains beaucoup plus semblables à ceux que l'on fait aujourd'hui de manière solitaire par des séjours prolongés et sans venir avec toute une équipe de porteurs, de bouviers, de cuisiniers pour se rendre sur le terrain. On savait déjà que un certain nombre des participants de cette expédition, que les participants de cette expédition entretenaient des relations très très tendues entre eux et que ça n'avait pas dû être une partie de plaisir pour aucun d'entre eux, puisque déjà Lévi-Strauss ne s'entendait pas du tout avec Castro Faria, qui ne s'entendait pas non plus avec Vélard. Vous savez que Vélard était un personnage plus que controversé et sans doute très peu sympathique. Et en plus, on découvre, on savait qu'ils s'étaient séparés, qu'ils ne s'étaient pas revus, mais que les tensions émotionnelles entre Lévi-Strauss et Dinah Dreyfus étaient déjà sans doute assez avancées lorsqu'ils étaient sur le terrain. Donc des conditions psychologiques qui devaient être assez difficiles. Mais ce dont on avait moins conscience, c'est que il s'agit de terrains extrêmement brefs. Si j'ai refait les comptes, Lévi-Strauss a dû passer à peu près entre 75-80 jours à peu près avec des Nambiquara. C'est très peu. On est de l'ordre de ce qui aujourd'hui serait un gros terrain de master. Alors, dit comme ça paraît critique et un peu méprisant. Les conditions étaient tout autres. Il ne s'agit pas Ma volonté n'est pas du tout de ridiculiser, un peu comme l'avait fait Castro Faria, qui disait que Lévi-Strauss n'était pas du tout un homme de terrain et montrait des photos qui, avec le recul, apparaissent un peu... Quand on voit Lévi-Strauss en casque colonial, ça fait sourire. Mais précisément, ce qui me frappe, c'est l'énorme productivité ethnographique en comparaison de la brièveté du temps passé sur le terrain, qui montre des capacités d'observation et de description proprement exceptionnelles, puisque, outre donc des notes textuelles, il y a énormément de dessins d'une très très grande qualité artistique, disons technique, du point de vue du dessin, mais aussi des notations musicales, ce qui est quand même la preuve d'une capacité de savoir noter non seulement le texte, mais aussi la forme musicale d'un chant à la volée comme ça, sans dispositif d'enregistrement. Je trouve ça exceptionnel, j'en serais tout à fait incapable. Quand on voit la masse de vocabulaire collecté, les milliers de mots collectés en Nambiquara, et même si Lévi-Strauss n'a probablement pas du tout maîtrisé la morphologie du Nambiquara, a parfois ensuite proposé des hypothèses qui, avec le recul, apparaissent un peu farfelues dans l'analyse du Nambiquara, mais il en avait manifestement une maîtrise pratique qui était très considérable par rapport au faible temps passé sur le terrain. Et même, j'ai relevé un cas extrême de productivité ethnographique. Il s'agit le 28 novembre, à 18h à peu près, Lévi-Strauss arrive au Seringao Piratini, qui est un établissement donc, de seringueros, de collecteurs de caoutchouc, où arrivent un peu plus tard 5 indigènes. Lévi-Strauss recueille 150 mots, repart le lendemain matin à 8h30,
Donc il a eu très peu de temps de jour, enfin voire même il n'a pu que la nuit pour interagir avec ces indigènes. Et 12 ans plus tard, avec cette même pas journée ethnographique, on a un article entier publié dans le journal de la Société des Américanistes. Bon, c'est pas le plus grand article de l'œuvre de Lévi-Strauss, c'est intitulé modestement Document Rama-Rama, mais c'est quand même assez considérable en une seule soirée d'avoir réussi à produire ensuite un article scientifique. En revanche, donc ça a été largement souligné, les méthodes d'écriture de Lévi-Strauss ne préservent pas vraiment la documentation ethnographique, et c'est très regrettable de se dire que donc, beaucoup de documents ont été perdus. Ma première question sera donc que donc, si la thèse centrale du livre est que lors du processus d'écriture des textes qui font la matière de Triste Tropique, Lévi-Strauss a probablement jeté des notes qui lui ont servi de base, expliquant qu'on ne trouve pas de traces de nombre d'éléments du livre dans les carnets. Mais il y a quelque chose qui m'intrigue là-dedans, c'est qu'une large part des textes des matériaux ethnographiques de Triste Tropique concernant cette partie du texte de Triste Tropique sur les Nambikwara et ensuite les Mundele et Tupikawaïb ont été déjà publiés avant Triste Tropique, parfois quasiment mot pour mot, dans des textes, dans des publications de la fin des années 40, principalement donc dans la thèse complémentaire de Lévi-Strauss, La vie sociale et familiale des Indiens Nambikwara, publié ensuite dans le journal de la Société des Américanistes en 1948, ainsi que dans d'autres textes de la même revue, et dans des textes en anglais du Handbook of South American Indians. Donc ma question c'est, et ces textes-là ont été probablement rédigés bien plus tôt, lors du séjour, environ entre 5 et 10 ans plus tôt, lors du séjour de Lévi-Strauss aux États-Unis pendant et après la guerre. Donc ma question est, à quel moment aurait eu lieu la destruction de ces notes? Est-ce que c'est dès la période américaine ou lors de l'écriture de Triste Tropique à Paris au début des années 50? Ma deuxième question porterait toujours sur cette matière des carnets. J'ai été frappé de la différence entre ces carnets et ce qu'il me semble que moi qu'on m'a appris à faire comme carnet de terrain. Ça ressemble à des carnets où on prend des notes à la volée toute la journée, lors de participation aux activités quotidiennes, de dialogues, de questions posées aux gens, où on prend des notes sur le vif. Et il me semble, enfin moi, et je pense beaucoup d'autres collègues, procèdent de la même manière ensuite, le soir ou le lendemain, remettent un peu en forme ces notes, les rédigent de manière plus narrative ou plus structurée et plus rédigée. Manifestement, Lévi-Strauss ne procédait pas ainsi et n'écrivait que d'un jet, ce qui est intéressant au moins, à moins qu'il existe d'autres textes qui auraient été perdus, qui n'auraient pas été déposés. Est-ce que c'est une différence? Est-ce que c'est cette seule technique, semble-t-il, ou est-ce qu'il y a d'autres textes qui n'auraient pas été déposés à la BNF? Et enfin, ma dernière question portera toujours sur les méthodes ethnographiques. Lévi-Strauss a laissé des portraits physiques et psychologiques, sinon détaillés, du moins individués, souvent tranchants, et aujourd'hui on ne se permettrait plus des jugements aussi abrupts souvent, sur de ses informateurs et de ses interlocuteurs et interlocutrices. Il a décrit donc de nombreuses situations ethnographiques, dont certaines sont devenues immensément célèbres, mais
il y a assez peu d'informations, il me semble, sur la manière d'interroger, de faire parler ces interlocuteurs, à part sur certaines scènes célèbres comme la révélation des noms personnels d'Ambiquara. Mais est-ce que dans les carnets, on trouve des exemples de questionnaires préparés qui auraient été, pour guider la recherche, qui auraient été préparés préalablement, de manière de questions à poser, de manière de placer de faire parler les interlocuteurs, ou est-ce que il n'y a pas de traces de cela dans les carnets? Voilà, et je remercie encore donc Emmanuel Desvaux et tous les participants à ce livre pour ce travail qui est à la fois monumental et très éclairant sur l'œuvre de Lévi-Strauss. Merci beaucoup Cédric. Donc Emmanuel, 5 à 10 minutes, mais pas plus. Je t'en prie, hein. Voilà, vas-y. Je vais procéder à l'envers. D'abord, je vais dire, je n'ai pas eu l'occasion de le dire, mais qu'on a fait un énorme travail et c'est toute une équipe derrière. C'est pas moi tout seul, et je voudrais vous rendre hommage aux différents membres qui ont participé à ce projet, notamment Paolo qui est là, Constantino qui a fait qui a reconstitué jour par jour, c'est lui qui était au plus près des textes pour pouvoir reconstituer le parcours de Lévi-Strauss, qui n'a jamais été fait avec une telle précision. Hein, de ce point de vue-là, on fait l'histoire. Et Camille aussi sur ses réflexions dont tu as parlé sur la farce du Fassim qui a permis d'ouvrir, peut-être, elle montre que peut-être que c'est là où Lévi-Strauss a eu certaines de ses premières intuitions proprement structuralistes, comme d'ailleurs sur les Cadouvéo, mais les Cadouvéo ça venait peut-être un peu plus tard, alors que là on voit que c'est vraiment pris sur le vif au moment de ces notations. Et puis juste un dernier mot aussi, la question des photos. On a fait un énorme travail avec Paolo, on l'a fait ensemble, le choix de l'iconographie, les légendes et tout ça, qui nous a été un travail très, très satisfaisant, mais assez exigeant aussi. Et je veux rendre aussi hommage, alors là, à l'équipe des éditions de l'EHESS, Livia et Anne Koulmik qui nous ont secondés dans la réalisation de ce livre, et ça s'est toujours passé en très bonne intelligence, et c'est pas toujours le cas qu'il y a une parfaite intelligence entre des auteurs et un éditeur, et je dois dire que c'était un travail très satisfaisant. Voilà, et c'est en grande partie grâce à tous que ce livre existe aujourd'hui sous cette forme. Les questions que vous posez sont plutôt un peu techniques, sur la question notamment sur la question du moment de la destruction des documents. Donc c'est clair que ne subsiste pas dans les collections nationales l'ensemble des écrits qui ont été à l'origine de Triste Tropique. Ça, c'est absolument clair. On ne peut pas exclure, comme je le dis d'ailleurs dans une note, mais c'est comme dit, que peut-être que lorsque la famille de Lévi-Strauss, son épouse et tout ça, ont organisé en quelque sorte le transfert des archives à la Bibliothèque nationale, on ne peut pas exclure qu'ils aient gardé quelques documents par Devereux. Mais c'est pas ce que laisse entendre Madame Lévi-Strauss. Pour Madame Lévi-Strauss, ils ont tout donné. Donc nous, on part sur le principe qu'ils ont tout donné. Mais c'est pas impossible que des choses aient été gardées. Donc, là-dessus, peut-être que dans 50 ans, ça ressortira, mais moi, je ne serai pas là pour le savoir. Aujourd'hui, on se base sur la thèse de Madame Lévi-Strauss, ou la façon de présenter les choses qu'elle nous a donné, livré Madame Lévi-Strauss dans tous nos entretiens. On a eu plusieurs entretiens avec elle. Et elle a bien insisté alors, il y a quelque chose qu'on va dire aussi, ça va un peu ça va répondre un peu à une pas des critiques, mais des choses que tu disais. L'absence de Gina Lévi-Strauss,
de Dina Dreyfus dans les Tristes Tropiques s'explique aussi en partie par le fait que lorsque Lévi-Strauss écrit Tristes Tropiques, il est avec sa jeune nouvelle épouse Monique, toute nouvelle à l'époque, qui lui sert de secrétaire, de première relectrice, et le travail, elle le dit, elle en est très fière. On en a parlé plusieurs fois, Paolo était là aussi, elle était très contente d'être la première relectrice du manuscrit de Tristes Tropiques. C'était un atelier, on peut dire que c'est un atelier d'écriture, dont elle était la première assistante, voilà, donc... Dans ces conditions-là, je vois mal Lévi-Strauss faire un portrait ou mettre en valeur sa première épouse. Bon, c'est une explication qui a ses limites, j'en conviens. Il aurait pu imposer à sa jeune épouse qu'on parle plus de sa première épouse, mais enfin, on peut comprendre aussi que c'était pas forcément très facile pour lui de le faire. C'est juste un petit détail. Mais pour revenir à la question, donc pour elle nous dit oui, mon mari jetait beaucoup et jetait beaucoup. Alors pour moi, c'est clair que ce qu'on peut appeler les carnets de route, et c'est pour ça qu'il n'y a pas de datation, c'est qu'en parallèle, il gardait des carnets de route. Et d'ailleurs, il y en a un qui était préservé. Il y en a un seul qui est préservé. Deben l'a publié dans l'édition de la Pléiade. Mais pour le reste, il y en avait d'autres. C'est évident. Et on peut imaginer Lévi-Strauss qui caractère, vous le dites, une productivité ethnographique assez stupéfiante, ça j'en suis persuadé. Et on le voit avec Savarez, et moi je le vois très bien avec un carnet là, et dans chaque poche, et dès qu'il y a quelque chose qui l'intéresse, puis il sort le carnet, il écrit des notations, beaucoup de notations linguistiques, il faut le dire, il y a beaucoup de... il y avait, je pense qu'on voit un caractère assez compulsionnel en quelque sorte, un ethnographe compulsionnel. Plus tard, il a dit qu'il était un ethnographe désinvolte. Je pense que c'est plutôt il a entretenu cette légende, mais je pense que c'est plutôt le contraire. Donc, il y avait probablement des carnets de route avec probablement des datations beaucoup plus précises. Et c'est à mon avis ça qu'il a systématiquement détruit. Et la thèse qu'on essaye de défendre, c'est de dire il n'aimait pas le ton de ces carnets. Et il ne voulait pas qu'il y ait des traces de ce ton. Et c'est pour ça qu'il les a détruits. Ça, c'est ma thèse, c'est ma pensée. Voilà. Clair, je l'exprime de façon... Mais là, je vous le dis très nettement, en clair et net, il ne voulait pas laisser de traces de ce qu'il a été, un petit blanc arrogant, quoi. Et je pense que Castor Farias n'était pas un personnage très sympathique, mais je pense que Lévi-Strauss ne devait pas être quelqu'un de très sympathique non plus dans ses jeunes années. Et probablement en les tensions avec son épouse, ça c'est autre chose. Mais mais il a fait sa mue, et c'est ça qui est important. Et dans les Tristes Tropiques, c'est justement la réalisation de sa mue. Alors les documents qu'il a utilisés, c'est en partie aussi ce qu'il avait déjà publié. Sur les Bororo, c'est pratiquement l'article qui est dans le JSA. Sur les Nambikwara, c'est en grande partie aussi le texte de sa thèse, la vie familiale et sociale des Nambikwara. Mais je ne sais pas si vous avez regardé ou lu ce texte qui est publié dans le journal de la Société des Américanistes. La première partie, c'est une description de chaque informateur qui, effectivement, comme tu dis, est absolument pas flatteuse. Et Lévi-Strauss a toujours refusé qu'on réimprime ce texte. Il a toujours refusé qu'on réimprime ce texte, parce qu'il sait que ça passe pas, quoi. Ça passe plus. Mais il l'a compris 10 ans plus tard. Et ça, c'est aussi lié d'une certaine façon au diffusionnisme. C'est pour ça qu'il y a la transmutation chez lui. C'est qu'en fait, il se décrit dans Tristes Tropiques comme l'ethnographe idéal qui n'a jamais été. Mais le diffusionnisme, c'est quelque chose qui voit les cultures de façon parfaitement froide.
C'est-à-dire, on découpe les choses, les traits, les caractères et tout ça, on les empile, on les compare, et c'est bien en partie ce qu'il a été. Alors, il y a quelques pages dans Triste Tropique où surgit le pathos. Je l'ai là, si je pourrais vous la lire si vous voulez, mais si je vous renvoie à la page 335 de l'édition standard. Mais c'est quand même assez rare, hein, et c'est quand même ça. Donc à mon sens, mais je pense que ça reste indémontrable de façon absolue, il a écrit Triste Tropique et au fur et à mesure qu'il avançait dans sa rédaction, il détruisait les pages qu'il utilisait. Et certaines étaient très légèrement réécrites, et peut-être même certaines n'étaient pas du tout réécrites. Et c'est pour ça qu'on ne les trouve pas. Et c'est pour ça qu'on ne les retrouve pas. Il y a un côté un peu Chateaubriand, hein, dans cette attitude assez, finalement, à la fois de l'humidité par rapport, pour attester mais un effet d'effacement, en fait. Il s'efface lui-même. En fait, il anticipe la scène académique d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on efface les gens qu'on n'aime pas, les auteurs qu'on n'aime pas. Lui, il s'est effacé lui-même. Il a anticipé la pratique généralisée de l'académie d'aujourd'hui, qui évite de citer les gens avec lesquels ils ne sont pas d'accord. Au lieu de les discuter, on les efface. Lui, il a fait exactement ça. Auto-effacement de ce qu'il a été. Voilà. Alors, aux commentaires, je ne sais pas, moi le commentaire que tu as fait est tout à fait juste, Andrea, toutes les questions que tu soulèves du rapport entre anthropologie, fiction, et enfin en gros ton propos tournait autour de deux choses, hein, ce rapport entre anthropologie, écriture, fiction, et puis le rapport avec Dinah. Alors, donc, on l'a dit, Dinah a été largement effacée, et c'est injuste, et c'est immérité. Et voilà. Bon, on a fait une exposition à la BNF, je vous encourage à y aller. On a essayé vraiment de restituer la figure de Dinah, hein, on lui donnait toute sa dignité. Je crois qu'on a fait le travail de ce point de vue-là aussi, hein, et que d'une certaine façon, ce livre vise. Si ce livre est une introduction à la Triste Tropique, je pense que ce livre aussi est un début de réhabilitation de la figure de Dinah. Alors, c'est peut-être pas exactement dans le sens où tout le monde le voudrait, mais je pense qu'il y avait vraiment eu une véritable complicité entre les deux, et ça se voit. Et justement, ce qui est intéressant dans le journal de Dinah, c'est que lorsqu'elle est à Kouyaba, elle est un peu déprimée. On peut dire ça, tu sais pas. Bon, après, on peut discuter sur les mots. On va pas discuter sur les mots. Et dès qu'elle arrive sur le terrain, elle est sur le terrain, elle est avec son mari, et ils travaillent de concert, et il n'y a plus de différence entre leurs journaux respectifs. On voit qu'ils travaillent avec le même enthousiasme, la même ardeur, et de façon très complémentaire, c'est très clair. Donc, et on voit bien qu'il y avait chez eux une grande complicité, je pense, dans le travail. Même s'il y avait peut-être des effets profonds de concurrence intellectuelle entre eux. Voilà. Sur la question de... voilà, mais juste, si on prend la moyenne du destin des jeunes femmes des années 30, je pense que le destin de Dinah est quand même assez remarquable, comparé à beaucoup d'autres. Et même s'il a été un peu écrasé et effacé par l'histoire. Dinah, après, est rentrée dans la Résistance. Dinah a été la première inspectrice générale de philosophie nommée en France. Elle a eu la Légion d'honneur. Elle a fait c'est pas non plus quelqu'un qui a été complètement écrasé en quelque sorte par son destin conjugal. Je pense que ça c'est un peu abusif de voir les choses comme ça. Il n'empêche que pour ce qui est la question de la relation entre anthropologie, écriture et fiction, évidemment, c'est une question cruciale qui nous travaille tous. Et c'est une question qui hante en quelque sorte notre discipline, entre le récit de voyage, les aventures, et cette aventure qui est le déplacement, qui suscite
en fait, l'écriture. C'est ça qui suscite l'écriture. Et puis la question de la restitution, et la question de la fidélité dans la restitution, et la question des voix. Est-ce que nous parlons au nom des autochtones? Est-ce qu'en parlant, on les empêche de parler? Ou est-ce qu'au contraire, on donne lieu à leurs paroles à travers nos propres mots? Ça, tout est là. Hein. C'est les choses qu'on trimballe dans notre sac à dos épistémologique depuis un certain temps. Mais je pense qu'on le trimballe d'autant plus à partir de Tristes Tropiques. On le travaille d'autant plus à partir de Tristes Tropiques parce que c'est probablement ce moment où on se pose la question qu'il y a entre le rapport de la restitution ethnographique et la narration, et raconter une histoire. Les Américains disent toujours « tell me a story », mais les textes anthropologiques que produit l'anthropologie américaine jusque dans les années 70 ou 50 ou ça, c'est vraiment des textes beaucoup plus arides. Hein. C'est beaucoup plus technique, mais c'est assez ennuyeux, il faut bien dire, c'est assez dur à lire. Et il y a cette question, il y a cette thématique qui est toujours là, me semble-t-il, c'est comment écrire de l'anthropologie qui soit lisible, ou qui soit agréable à lire, qui fasse en sorte que d'autres que nous-mêmes ont envie de le lire. Et ça, c'est un vrai débat. Et voilà, et tu as bien posé la question dans ce sens-là. Et nous, on a essayé de montrer un peu le laboratoire de ce processus de produire de l'écriture anthropologique qui soit un plaisir à lire. Merci beaucoup Emmanuel. Car on ne va quand même pas s'éterniser. Mais si vous voulez poser une question, n'hésitez pas, hein, c'est le moment. Alors, qui voudrait poser une question? Oui, allez-y. Alors, Paolo Giorgia, qui est un des contributeurs et directeur, co-directeur du livre. Voilà. Tout à fait. Michel, tu voudras parler après ou... Alors, en un temps très bref, parce que j'ai cru comprendre qu'on était pressé. Merci pour vos deux commentaires, qui en fait sont très complémentaires. Donc, plutôt un aspect sur finalement l'omission de Dina, dans Tristes Tropiques. Dina qui n'est mentionnée qu'une seule fois, quand même, dans Tristes Tropiques, où on dit simplement qu'elle a quitté l'expédition à cause de son ophtalmie purulente. Il est vrai aussi, donc comme a montré Fernanda Moares, qu'une toute petite partie, quelques pages de Tristes Tropiques proviennent d'un texte qu'a écrit Dina, qu'elle a dactylographié sur le terrain, je crois, mais vraiment une partie quand même en proportion assez infime, ce qui n'excuse pas le fait qu'il ne l'ait pas mentionné, qu'il n'ait pas cité le fait que ce texte provenait de son ex-compagne. Et écoutez, j'étais donc simplement cette intervention pour vous remercier d'avoir fait ce travail de relecture et finalement voilà, c'est le but de ce livre aussi, et à la fois donc de proposer une nouvelle un nouveau regard sur la genèse du livre, mais aussi d'inviter les générations comme les miennes, comme la mienne. Moi, je suis rentré dans l'anthropologie il y a même pas une dizaine d'années, et donc j'ai été extrêmement touché. Le livre, c'est Tristes Tropiques qui m'a fait rentrer dans l'anthropologie, comme énormément de personnes, mais plutôt de générations précédentes. Et c'est aussi une volonté d'encourager les générations actuelles à lire ce livre, alors peut-être avec un regard extérieur et plus avisé, et plus en ayant conscience du climat et de l'époque dans laquelle il a été écrit, sans pour autant faire d'anachronisme évidemment. Mais voilà, c'est aussi, pour insister, que c'est aussi une invitation à se replonger dans le texte initial et d'apprécier quand même ce texte magnifique qui aurait dû avoir le prix Goncourt, mais qui n'a pas pu l'avoir parce que c'était non pas un roman mais un essai littéraire. Je vous remercie. Et vous voulez rien dire, Michel? Ça doit être sûr. Michel, c'est comme tu veux, hein. T'es pas obligé, hein, non plus. Hein. Oui, non, juste un mot. Merci pour vos commentaires. Il y aurait de quoi discuter plus longuement, évidemment. Non, je veux moi aussi revenir sur Fernanda. Je pense que la
perception qu'on a du Dina, je pense qu'il est peut-être exagéré de dire qu'elle a été invisibilisée, et je pense qu'il y a une lecture un peu facile, très d'aujourd'hui. Si on regarde, moi ayant travaillé très précisément sur les carnets, on voit que concernant la partie ethnographique, Lévi-Strauss n'a pas repris, il n'a rien repris de ce point de vue-là. Donc on peut le dire, c'est parce que c'est très bien, je pense qu'il est important de montrer l'importance de son rôle, la collaboration, et c'est intéressant. Mais je pense aussi qu'il faut faire attention à des interprétations peut-être un peu rapides, voilà. Les interprétations, elles se fondent principalement sur les travaux des Brésiliens. Et c'est vrai que alors, s'ils sont faux, disons que c'est quand même des textes qui ont été publiés dans des revues à comité de lecture. Et ça veut rien dire. Et nous, on a travaillé sur les données, on a travaillé sur les carnets. Donc malheureusement, on le sait. On sait que ce n'est pas le cas. Voilà. Que ce n'est pas une appropriation du texte de Dina Dreyfus. Exactement. Paolo vient de bien mentionner le passage. Les 15 pages dactylographie. Voilà, exactement. Mais sinon, au niveau des carnets, absolument pas. Ça, on ne peut pas le retrouver. Donc, c'est dommage. Voilà, c'est pas très grave, mais je crois que ça ne sert à rien. C'est important, par exemple, sa figure est importante. Enfin, voilà. Et je pense qu'on a essayé d'en rendre compte, l'exposition aussi. Voilà. Après, il ne faut pas partir sur des interprétations fausses. Voilà. Il semble que les données sur la leçon d'écriture sont quand même présentes dans les notes de Dina et pas dans celles de Lévi-Strauss. Alors l'hypothèse reste que les notes de Lévi-Strauss auraient été détruites, mais ça reste une hypothèse. Par contre, Dina a véritablement écrit le terme vermicelle qui est repris dans la leçon d'écriture dans Triste Tropique. Donc, je veux bien croire sur parole l'hypothèse de l'existence d'un texte préalable par Claude Lévi-Strauss, mais ça reste pour moi une hypothèse. Et en revanche, sur l'anachronisme de la notion de citation des sources, qui me semble tout à fait capitale dans l'histoire des sciences, la notion de recoupement des sources et de citation qui n'était pas étrangère à Claude Lévi-Strauss, ça me semble tout à fait digne d'être mentionné. Le fait que lorsqu'il s'agissait de citer Boas ou Sapir, les pages et les ouvrages étaient mentionnés, tandis que lorsqu'il s'agissait de citer un manuscrit dactylographié de son épouse, qu'il avait introduit dans la discipline, il ne respectait pas ce protocole élémentaire, disons, de... Mais si je peux me permettre... Ah oui, vas-y Michel. Je termine juste sur ce point, et puis on passe à d'autres questions qui sont aussi importantes. Mais sur ce point, factuellement, ce n'est pas possible, puisque Dina n'a pas pu assister à cette scène. Elle était déjà repartie. Donc là, on réfère à tout à fait autre chose. C'est le fait que Dina donnait des carnets aux enfants, et les enfants dessinaient. Mais les traces que l'on a de ces vermicelles, là, c'est ceux par le chef, et on a des traces dans les carnets. Dina n'était pas là, elle était déjà repartie. Donc de toute façon, le raisonnement, il est sans faille, enfin le mien en tout cas. Et si je puis me permettre, je trouve cette justement pour des anthropologues, mais aussi pour d'autres, c'est une question, alors je ne sais pas si on peut dire si elle est intéressante, mais en tous les cas, elle est bien sûr importante. C'est-à-dire la production du savoir et la production aussi du savoir qu'on peut lire, donc qui se manifeste dans les textes, au sein des couples. Ça, c'est quelque chose qu'on trouve aujourd'hui, même partout. Et je ne suis pas sûr que toujours, et je trouve ça pas non plus très grave à vrai dire, si dans des conversations, dans des travaux qu'on fait ensemble, à chaque fois on distingue qui a eu l'idée de quoi et qui a repris et qui a écrit, etc. Quand il y a une sorte de reprise manifeste des longs passages, par exemple, ce qu'on reproche ce qu'on dit sur Bertolt Brecht, qui a pris plein de textes qui ont été écrits par ses amantes, pour le dire comme ça. Aujourd'hui, tout ça, c'est très connu. Là, ça, c'est un peu autre chose. Là, c'est une vraie invisibilisation parce qu'il y avait une sorte de
de décalage entre ce que le grand maître et les femmes ont fait. Mais il y a plein de situations où on est quand même plus sur un pied d'égalité de nos jours en tout cas, et peut-être aussi dans le cas, ça je peux pas dire, dans le cas de Dina et Claude. Mais je ne vais pas du tout clore ce débat par mes paroles. Bien sûr, c'est quelque chose à débattre. Qui voudrait... Ah voilà, allez-y. Bon, juste quelques petits mots. D'abord, une chose qu'on n'a pas parlé. Dina Dreyfus avait, avec Claude Lévi-Strauss, avant la guerre, fait une exposition au Musée de l'Homme, qu'on trouve dans les annales du Musée de l'Homme. C'était Claude et Dina Lévi-Strauss. C'est ça, oui. Donc elle est mentionnée là dans oui, bien sûr, elle est mentionnée. Ce cas-là. Oui. Et puis, à propos des tensions émotionnelles, enfin, il se trouve que j'ai étudié la philosophie à la Sorbonne avec Madame Dina Dreyfus, donc je la connais un peu, et elle n'était pas tendre avec son ex quand elle en parlait. Surtout, elle disait qu'intellectuellement, il était totalement incohérent. Enfin, elle, c'était une philosophe extrêmement rigoureuse, alors que Lévi-Strauss, il parle dans des spéculations pas toujours contrôlées, si vous voulez. Bon. Mais, donc, simplement, je crois qu'ils se sont en quelque sorte fâchés et jamais vraiment réconciliés, ce qui était un peu triste. Voilà. Triste, c'est bon. Triste tropico, là. Juste pour finir là-dessus, il y a une exposition en ce moment à la BNF là-dessus, et qui met l'accent encore plus sur Dina que dans le livre, parce que c'était l'objet. Oui, on a d'ailleurs retrouvé un article de Dina dans le Mercure de le critique très sévèrement la pensée sauvage. Oui, avec oui, cette phrase, je l'ai lu. Avec cette phrase qui quand même aujourd'hui me laisse un peu confondant, un peu perplexe, et elle dit carrément en conclusion, Lévi-Strauss considère que un mythe iroquois est plus intéressant que la pensée de Jean-Paul Sartre, et elle s'en scandalise. Et moi je peux vous dire que je pense qu'un mythe iroquois est plus intéressant que la pensée de Jean-Paul Sartre. Donc mais on voit le décalage, mais c'est pas grave, je veux dire. Et ensuite, on a découvert qu'ils gardaient des relations épistolaires un peu ponctuelles, mais c'était pas complètement à couteau tiré à s'insulter. Mais on voit bien que Dina est retournée à la philosophie classique. Oui, mais et dans la période des années 50 ou 60, où il y a eu un peu la discussion entre structuralisme et existentialisme, elle avait choisi son camp, et c'était pas celui de Lévi-Strauss, c'est clair. Mais bon, ça se comprend aussi. Mais enfin, du point de vue de la philosophie, ils avaient des positions très opposées, enfin, intellectuelles très opposées. Absolument. Donc, ils pouvaient pas, intellectuellement, ils ne pouvaient pas se réconcilier, en fait. Écoutez, merci beaucoup, bravo. Et allons-y au pot. Merci beaucoup.